Bienvenue dans l'Instant Recherche, le podcast en sciences humaines et sociales de CY Cergy Paris Université, présenté par Solène Azoir et Inès Rodriguez. Fujimori mène une campagne qui a eu pour effet de stériliser sans leur consentement plus de 300 000 Péruviens, Péruviennes, mais surtout des Péruviennes, entre 1996 et 2000. Aujourd'hui encore, des femmes se battent pour un droit fondamental, celui de disposer librement de leur corps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons comprendre que quand ces femmes sont indigènes, pauvres et rurales, leur voix est souvent tue. Au Pérou, entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e, la maternité n'est pas une affaire intime ou naturelle. Elle est encadrée, surveillée et parfois même refusée par l'État. Dans un pays marqué par le colonialisme, la pauvreté et l'exclusion, les femmes autochtones sont tour à tour formées pour devenir de bonnes mères au service de la nation, puis privées de leur droit à la maternité au nom du développement. L'hygiène publique, la médicalisation de la maternité et, plus tard, les stérilisations forcées sous le régime de Fujimori révèlent un fil conducteur, le contrôle des corps féminins comme outil de gestion des populations. Lysel Quiroz, professeure d'études latino-américaines à CY Cergy Paris Université, chercheuse au laboratoire Agora et historienne franco-péruvienne, travaille depuis de nombreuses années à redonner la parole à ces femmes opprimées et invisibilisées. Elle nous honore de sa présence aujourd'hui pour nous présenter son parcours et nous aider à comprendre comment ces violences s'inscrivent dans une longue histoire de domination coloniale, patriarcale et raciale. Bonjour Lysel. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi. Comment pourrais-tu résumer en quelques mots ta recherche sur ce sujet ? Alors, cette recherche porte sur la maternité au sens large du terme, c'est-à-dire pas uniquement une histoire, par exemple, de l'obstétrique ou du suivi des femmes pendant la grossesse, mais plutôt de voir comment il y a une construction aussi des représentations sur la maternité, sur l'accouchement, sur les femmes aussi, en fonction d'où elles viennent et comment elles ont donné naissance. Et à travers cette recherche sur la maternité, c'est aborder différentes perspectives sur les femmes en général, c'est-à-dire comment elles sont formées à être mères, bonnes mères, qu'elles n'arriveront jamais à être, qu'elles soient, comment elles s'occupent de leurs enfants, comment elles portent la grossesse, comment elles vivent la grossesse et comment elles sont aussi empêchées à certains moments d'accoucher comme elles le souhaitent, d'avoir les enfants qu'elles souhaitent, de les élever comme elles le souhaitent, en fonction, comme vous l'avez dit, de leur origine sociale et raciale pour le Pérou. Dans un contexte où le Pérou a été colonisé par les Espagnols jusqu'au début du XIXe siècle, comment cet héritage colonial s'est manifesté sur la façon dont ont été ensuite considérées les femmes par les autorités ? Oui, dans ma recherche, je vais aborder la notion de la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire comment des formes de domination qui ont commencé à s'imposer à l'époque coloniale persistent jusqu'à aujourd'hui. Le Pérou a été conquis vers 1530. Et à partir de ce moment-là, on a divisé les populations européennes et les populations locales, qu'on a commencé à appeler populations indiennes, de manière arbitraire, sans prendre en compte leur nom d'origine. Mais ça a supposé que ces populations indiennes ont été infériorisées et toutes leurs rites, pratiques, y compris celles de donner la vie, ont commencé à être considérées comme des formes primitives, barbares d'accouchement, parce que ces femmes n'ont jamais été considérées comme des femmes à part entière. Elles ont été reléguées dans l'espace, je dirais, de l'animalité. Elles ont été très déshumanisées, donc on les associant facilement à l'espace de la nature sauvage, ce qui a eu pour effet, par exemple, qu'on pense que parce qu'elles sont indiennes, elles peuvent accoucher facilement, sans aide de qui que ce soit. Également, le fait de ne pas pouvoir conserver leurs enfants. Les enfants pouvaient être, et on le sait, dans d'autres contextes aussi, pris et emmenés dans des espaces pour être élevés ailleurs, pour travailler. Donc des formes d'asservissement assez importantes qui ont conduit à une forme de domination des femmes et de la maternité. Les femmes ont résisté en essayant de conserver leur tradition, en particulier celle de l'accouchement, mais à partir du 19e siècle, une fois déjà que les Espagnols étaient partis du Pérou, mais qu'on est resté sur les mêmes formes de domination,
pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas cette histoire, le Pérou devient indépendant en 1821, mais ce sont les descendants des colonisateurs qui ont pris le pouvoir. Donc, ils ont reproduit le même système de domination. C'est pourquoi les femmes autochtones et aussi les femmes afro-péruviennes, au XIXe siècle, entre 5 et 10% de la population étaient d'origine africaine. Et donc, ces populations se sont retrouvées toujours dominées par les descendants des colonisateurs. Et c'est pour ça qu'on peut parler de colonialité du pouvoir, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des méthodes de domination selon les formes anciennes précédentes. Et les autorités, qui étaient des autorités, cette fois-ci péruviennes, mais on va dire d'origine européenne, ont maintenu les formes de domination et d'oppression des autochtones et des afro-péruviens. Pour revenir sur l'influence coloniale, dans un article, tu parlais du modèle de la mère irremplaçable qui a été importé de l'Occident jusqu'au Pérou. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce modèle et comment il s'est manifesté après ? Oui. Alors au XIXe siècle, au moment où il y a une restructuration du patriarcat en Occident, c'est-à-dire qu'on érige le modèle du chef de famille, le pater familias, en parallèle, on a la figure féminine qui est une figure qui est destinée à être une mère, et une mère unique. Ce qui n'était pas le cas dans d'autres sociétés, c'est-à-dire qu'il y avait des formes de maternité plus collectives. Par exemple, les grands-mères pouvaient aussi élever les enfants, les tantes, les cousines, enfin c'était plus libre. À partir du XIXe siècle, on érige l'idée qu'il y a une seule mère, qui est la génitrice, et qu'elle est responsable de tout. Elle est la seule et irremplaçable. Et donc, toute la responsabilité, justement, de l'enfant repose sur elle. Et on est toujours sur ce modèle-là, aujourd'hui. Oui, on le sent. Donc, si l'enfant est malade, c'est la maman, c'est la mère qui est responsable, qu'on va appeler jusqu'à aujourd'hui à l'école. Si l'enfant tourne mal, disons, fait des bêtises, vole quelque chose, c'est la mère qui est toujours responsable. Bon, ce modèle-là va être exporté dans tous les territoires colonisés, qu'ils soient anciens, les anciens territoires comme le Pérou, de la même manière, sauf que on va faire une différence très rapide qui découle de ce que je viens de dire précédemment, à savoir que puisque les autochtones et les afro-péruviennes ne sont pas de vraies femmes, elles vont être encore plus taxée de mauvaise mère. Et donc la mère irremplaçable, éventuellement si elle pouvait exister, parce que Winnicott le disait déjà, on peut arriver au mieux à être une mère suffisamment bonne, mais pas parfaite. Les femmes autochtones et indiennes, elles ne peuvent même pas atteindre ce niveau, disons, de la moyenne. Elles sont par essence toujours de mauvaises mères. Elles ne savent pas s'occuper correctement de leurs enfants, alors même qu'elles sont considérées comme de nature à avoir des enfants, à avoir beaucoup d'enfants par exemple, à savoir accoucher, comme je disais, facilement, sans douleur, etc. Mais en même temps, elles vont donner aux enfants les vices, être trop laxistes, etc. Donc en fait, ce modèle de mère irremplaçable va s'appliquer plutôt aux femmes descendantes des Européens, qui vont être, elles, valorisées. Et en particulier, par exemple, c'est intéressant parce que ça pourrait aussi se voir dans d'autres contextes. Ces mères descendantes d'Européens sont encouragées à avoir des enfants parce qu'elles sont considérées suffisamment bonnes, alors que les femmes autochtones et afro-péruviennes, au contraire pour elles, on va commencer à leur dire « vous avez trop d'enfants », un schéma qui est colonial ailleurs aussi. On va dire il faut réduire les naissances parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources et n'ont pas la possibilité d'être bonnes mères. Tu avais publié un article sur l'hygiénisme au XIXe siècle. Donc justement, ça s'adressait plutôt à protéger les mères d'ascendance européenne pour qu'elles puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles, sanitaires, et puis peut-être réduire aussi la mortalité infantile. Parce qu'il y avait aussi un enjeu de population. La population du Pérou n'était pas assez nombreuse. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette politique hygiéniste qui a été mise en place ? Oui. Alors ça aussi, ce sont des phénomènes qui ne sont pas uniquement péruviens. Là, ils concernent aussi tout l'Occident. Donc ça pourrait aussi intéresser parce qu'on le voit en Europe. Au XIXe siècle se développe ce courant hygiéniste. Mais à différence de l'Europe et de la France, qui a une démographie relativement soutenue, le Pérou est un pays avec une très faible démographie.
Le Pérou est 2,5 fois plus grand que la France et il ne comptait au milieu du 19e siècle qu'1,5 million d'habitants et d'habitantes. Et donc les autorités se disent qu'il faut peupler le pays. Mais leur difficulté de se dire on a 60% de la population d'origine autochtone et si on encourage cette population à se reproduire, on sera à 100%. Leur dilemme, ils le résolvent en se disant il faut importer des Européens. Et c'est une politique pas uniquement péruvienne, elle est générale à toute l'Amérique dite latine parce qu'on va trouver ça en Argentine, en Uruguay, au Brésil, au Mexique, dans différents pays. On va faire même des annonces qui vont être publiées dans les journaux européens en disant bon, on vous accueille, venez, on vous donne gratuitement les terres, vous aurez les bonnes conditions pour vous installer. Sauf que certains pays ont plus de succès dans cette politique que d'autres. La majorité des Européens, et pas tous parce qu'on ne quitte pas son pays non plus de gaieté de cœur, les plus pauvres, donc espagnols, italiens, partent plutôt aux États-Unis, en Argentine, en Uruguay, au Brésil, mais pas au Pérou. Et donc, à ce moment-là, les Péruviens se retrouvent plutôt avec le problème de faire que certaines populations puissent se reproduire, enfin locales, donc à sélectionner en fait en quelque sorte, et c'est ça le mouvement hygiéniste. Donc les métis vont être plus considérés supérieurs que les autochtones pour pouvoir se reproduire et avoir de la main-d'œuvre, puisque l'objectif, toujours dans ces questions, est quand même un objectif politique et capitaliste, avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir développer le pays, pour construire des autoroutes, pour développer les campagnes, etc. Donc, il y a des politiques de sélection de la population mises en place pour que certaines catégories se reproduisent et pour les autres, en revanche, toujours des obstacles ou des contraintes. Par exemple, une surveillance beaucoup plus accrue. Ça concerne la maternité. Lorsqu'on va à l'hôpital, les mères de catégorie sociale inférieure sont beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus surveillées, et toujours taxées d'être de mauvaises mères. Et donc, il faut qu'elles s'occupent d'une certaine manière de leurs enfants, qu'elles les langent d'une certaine manière, qu'elles les nourrissent d'une certaine manière. Donc il y a comme ça des politiques plutôt de contrainte de la maternité et en revanche, encore une fois, pour d'autres mamans, au contraire, une certaine liberté, voire pour les catégories supérieures, si on peut le dire trivialement, elles sont beaucoup plus chouchoutées en quelque sorte. Elles ont des cliniques privées dans lesquelles les médecins sont petits soins puisqu'elles payent. Lyselle, tu as aussi écrit sur les formes d'eugénisme qui existent anglo-saxonnes et plutôt latines. Donc le Pérou ne pouvait pas se permettre d'avoir une forme d'eugénisme anglo-saxonne, et heureusement pour les populations à l'époque, mais ils sont allés quand même beaucoup plus loin sous Fujimori. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. En réalité, en fait, ces formes d'hygiénisme, effectivement, elles se sont adaptées au temps. Donc au 19e siècle, il n'y avait pas cette possibilité. On avait une population assez réduite. Mais on a continué pendant tout le XXe siècle à séparer les mères entre les bonnes et les mauvaises mères. Déjà, même avant Fujimori, toutes les campagnes de planning familial de contraception, elles se sont d'abord adressées aux femmes autochtones et pas du tout aux autres. Et à l'époque de Fujimori, alors Fujimori est élu président de la République en 1990 et il est porté par des idées d'extrême droite et de sélection encore des populations. Et donc il met en place, en s'appuyant sur une donnée factuelle qui est celle que dans les années 90 encore, il y a un fort taux de pauvreté, qu'il faut réduire les naissances. En fait, quelque chose qui a priori paraît logique et qui en réalité ne l'est pas. C'est pas très juste de se dire, puisqu'on a beaucoup de pauvres, on va les réduire, on va les éliminer en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé, mais plutôt de se dire comment trouver des formes d'augmentation de ressources, d'une part, mais surtout de meilleure répartition de la richesse, parce que une autre caractéristique du Pérou est que il y a une concentration de richesse dans les mains d'une centaine de familles qui concentrent toutes les richesses du pays, qui n'étaient pas non plus totalement... Le Pérou n'est pas entre les pays les moins développés ou les moins avancés. C'est un pays intermédiaire, donc on pouvait distribuer différemment.
Au lieu de ça, Fujimori se dit qu'il faut faire une campagne de réduction des naissances et en s'appuyant sur la science, ça c'est aussi une autre caractéristique de l'histoire du Pérou, c'est comment la science et la médecine vont accompagner ces politiques hygiénistes justement. En s'appuyant donc sur la médecine, il mène une campagne qui s'appelle un programme de planification familiale, mais qui en réalité est un programme de stérilisation non consentie, qui a eu pour effet de stériliser sans leur consentement plus de 300 000 Péruviens et Péruviennes, mais surtout des Péruviennes. 95% de ces personnes étaient des femmes entre 1996 et 2000. Donc en 4 ans, 300 000 personnes ont été stérilisées sans leur consentement. Ça veut dire qu'en fait, dans ce programme, un certain nombre d'agents de santé, pas forcément des médecins, on peut trouver des infirmières, des sages-femmes, même des auxiliaires médicaux, arrivaient dans les campagnes et commençaient à recruter des personnes pour ligaturer, des femmes surtout, pour la ligature des trompes. On arrivait en leur présentant des formulaires à des femmes qui ne parlaient pas déjà l'espagnol, qui ne savaient ni lire ni écrire, et auxquelles on n'expliquait pas ce que ça voulait dire, cette opération. Parce qu'on ne leur expliquait pas, par exemple, que l'opération est irréversible, et en plus, ça a des séquelles dans des populations, donc on arrivait en leur offrant un peu de riz, en faisant des tombolas, par exemple, et en disant, bon bah voilà, à la fin, vous venez, on va faire des opérations. Certaines ont été carrément enfermées, certaines femmes, pour passer au bloc sans que vraiment elles autorisent, et certaines allaient tout simplement aussi accoucher. Elles ne savaient pas, elles sortaient de l'hôpital, et elles se retrouvaient 2 ans, 3 ans plus tard en se disant « mais je ne tombe plus enceinte, qu'est-ce qui se passe ?» Et elles se rendaient compte qu'elles avaient été stérilisées. Donc vraiment, ça a été des méthodes extrêmement coercitives. Il y avait même des quotas donnés au centre de santé. Il nous faut 100 stérilisations. Il faut que vous trouviez ces 100 femmes. Donc le personnel de santé était aussi contraint par le ministère. Donc c'était à l'échelle vraiment du ministère de la Santé et donc de la présidence aussi de la République de stériliser ces personnes. On sait que dans ces stérilisations, la majorité, encore une fois, plus de 90% de la population de ces personnes concernées par ce programme étaient des personnes des catégories les plus appauvries et donc des autochtones. Essentiellement au Pérou, les populations les plus pauvres sont des autochtones, donc des femmes en général d'origine rurale et quechua, pour la plupart, ont été stérilisées sans leur consentement. Pour elles, ça a été un véritable drame, pas uniquement parce que dans leur cosmovision, la maternité fait partie d'une identité vraiment centrale dans la communauté, et donc de savoir, et puis c'était un véritable viol de ces personnes, de violation des droits fondamentaux, et donc c'est considéré aujourd'hui comme un crime de lèse-humanité, parce qu'on ne peut pas priver des femmes sans leur consentement de quelque chose qui fait partie de leur identité humaine. Et c'était vraiment parce que dans ces stérilisations, les justifications étaient, mais ces femmes accouchent comme des animaux. Les liens avec les animaux étaient très marqués. On disait ils accouchent comme des cochons d'Inde, puisque c'est l'animal emblématique du Pérou, et qui ont une reproduction comme les lapins, très rapide. Donc il faut arrêter ça. Elles n'auront plus d'enfants, et comme ça on va réduire cette augmentation de ces populations-là. C'est une histoire récente, c'est une histoire qui est sensible. Comment on a pu mettre la lumière sur tout ça ? Quelle est la base de ton corpus pour faire toutes ces recherches ? Alors, les femmes elles-mêmes et les associations féministes et d'aide de ces femmes ont été très très réactives, et c'est quelque chose qu'il faut saluer et aussi faire connaître, parce que très rapidement, dès les années 2000, on a ouvert des lignes téléphoniques pour les femmes qui voulaient raconter leur histoire. Il y a aussi des associations, une association en particulier de femmes victimes de ces stérilisations qui s'est constituée et qui a fourni des documents. Ces documents, désormais, sont aussi sur une plateforme en ligne. Dès que ce programme a été mis en lumière et qu'on a vu ces crimes
se diffuser, l'État péruvien a passé très rapidement, dès les années 2000, d'ailleurs dès que Fujimori a quitté aussi le Pérou et la présidence, à détruire les archives. Donc on n'a pas non plus d'archives de l'État. Et quand bien même on les aurait, à mon avis, elles seraient des archives non autorisées aux historiens. Donc nous, historiens, ce que nous avons, ce sont les témoignages des femmes, les plaintes aussi des femmes, 5000 environ, donc c'est quand même peu de femmes ont pu se constituer partie civile et ont porté plainte. Donc c'est sur cette base-là qu'on peut un peu travailler et faire l'histoire de cette période absolument terrible du Pérou. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des femmes face à ces politiques? Quelles sont les mémoires qui subsistent aujourd'hui par rapport à tout ça? Ces femmes ont été véritablement traumatisées. On n'imagine pas le traumatisme des femmes andines lorsqu'on entend ces témoignages. Vraiment, on les a tuées en vie. C'est ce qu'elles disent. En fait, elles sont des mortes vivantes parce que pour elles, c'était un vrai choc. Mais en même temps, ce qu'on peut voir, c'est une capacité aussi de résistance et de résilience qui est celle des autochtones depuis plus de 5 siècles de colonialité. C'est-à-dire que grâce, par exemple, à d'autres formes d'expression de la douleur, il y a eu une possibilité de ce qu'on appelle, nous, la sanation, qui veut dire une guérison. Par exemple, à travers les tissus, à travers les chants, à travers aussi du soin qu'elles peuvent porter aux enfants. Parce que ces politiques se sont adressées à des femmes qui avaient déjà des enfants. Et même si au début, c'était extrêmement difficile à ces femmes de se maintenir en vie, le fait d'avoir eu, par exemple, 1 ou 2 enfants, il y a eu aussi cette possibilité de soins de ces enfants qui étaient nés avant. Ensuite, il y a aussi l'idée de raconter l'histoire. Ça, c'est aussi très, très important. Donc, la blessure coloniale est encore vivante. Il y a aussi des mécanismes de soins mutuels, aussi de maintenir, par exemple, à travers la langue, à travers les coutumes, à travers le lien de la terre. Parce que, en fait, si la maternité elle est aussi importante, c'est parce que pour les populations autochtones, c'est pas uniquement au Pérou. Il y a un parallèle entre la vie de la femme et la vie de la terre. Une femme appartient à la terre et comme la terre, il y a un temps des semences, des semailles, il y a un temps de la gestation du fruit et la naissance du fruit. Et puis on recommence le cycle. C'est pour ça que c'était tellement dur, parce qu'on finit le cycle vital, justement. La femme ne peut plus suivre le même cycle vital. Mais aujourd'hui, ces femmes demandent réparation du préjudice subi. Et donc par la justice, elles peuvent obtenir une certaine réparation. Mais je pense que beaucoup aussi se consacrent aujourd'hui à la défense justement de la terre, de ce qu'on appelle la terre-mère, de défense par exemple de leur territoire. Ça aussi c'est un autre aspect de leur action au Pérou. Elles sont par exemple des femmes qui luttent pour qu'il n'y ait pas des entreprises extractivistes qui s'installent dans leur territoire, qui luttent pour qu'il n'y ait plus la pollution des sols et des rivières. Elles sont très mobilisées là aussi et donc c'est vrai que ça a créé un mouvement écologique très important de ces femmes qui ont subi ces formes de violence. Et en ce qui concerne la maternité, est-ce qu'il y a eu un regain de la transmission des savoirs qui ont été associés par exemple à l'accouchement, ou il y a des savoirs qui sont perdus? Il y a des savoirs qui sont perdus. Ces femmes ont été très réticentes au fait de passer à l'accouchement hospitalier parce qu'elles craignaient énormément le personnel de santé qui avait été très violent avec elles. Mais c'est très difficile de résister et de donner vie dans les communautés parce que l'État a mis en place des politiques de criminalisation des sages-femmes traditionnelles. Donc les sages-femmes traditionnelles ne peuvent pas exercer dans leur communauté ou très difficilement. Il y en a pratiquement plus. Donc c'est vrai que c'est une perte par rapport à d'autres pays comme le Mexique. Il y a quelques femmes qui résistent, mais c'est une minorité. La majorité des femmes doivent accoucher dans un système hospitalier. Lyselle, comment en es-tu arrivée à ce sujet de recherche ? Alors, par des questions tout à fait personnelles. Je suis devenue mère et mon premier accouchement en France, j'ai accouché en France, mais j'ai été victime de violences obstétricales.
Et ça a fait complètement basculer mes thématiques de recherche. Je travaillais sur la justice. J'ai fait ma thèse sur l'histoire de la justice au Pérou au XIXe siècle. Et le fait d'être devenue mère et de vivre un accouchement médicalisé et violent m'a amené à m'interroger sur l'histoire de cet accouchement, enfin comment on est arrivé à l'obstétrique et à l'accouchement médicalisé, voire très médicalisé, parce que le même phénomène, je l'observais aussi au Pérou. Donc voilà comment ma recherche a bifurqué de l'histoire de la justice à l'histoire de la santé et surtout la santé des femmes. Et comment, au-delà de l'aspect purement, disons, médical, aussi les représentations de la maternité, aussi le vécu. Et c'est vrai que je travaille aujourd'hui sur différents aspects de la maternité, que ce soit les violences obstétricales. C'est vrai que je travaille aussi sur cette question, sur la question de la représentation des mères, de la représentation de l'accouchement, mais aussi sur l'évolution de l'accouchement traditionnel jusqu'à l'accouchement médicalisé, voire hyper médicalisé, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, alors que l'OMS considère que 15 à 20% des accouchements peuvent être des césariennes, au Pérou, on est déjà à 40% des accouchements sous forme de césarienne, mais dans le secteur privé, 90% des accouchements sont des accouchements par césarienne. Et ça a des effets très importants, déjà en termes de coûts, en termes aussi de santé pour les femmes. On les envoie vers ces formes hyper médicalisées de l'accouchement. Merci beaucoup Lyselle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, à toutes les deux. Un vrai plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les recherches de Lyselle Quiroz, nous vous invitons à écouter son podcast Notre Histoire, consacré aux personnes invisibilisées par l'histoire dominante, dans la description de l'épisode. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.